Bonjour et bienvenue à bord de ce live Coming Mag, comme tous les jours, du lundi au vendredi à 15 heures. Le live Coming Mag ne serait rien s'il n'y avait pas, bien sûr, l'hôte de ce live, Victoria Marchand. Bonjour. Bonjour Thierry. Oui, Qu'est-ce que c'est passionnant de faire un live. Je vous raconte pas, à moins 0,01 seconde, on n'était pas prêt, rien ne fonctionnait et là ça marche. c'est la Génial. magie du spectacle, c'est comme ça. Bienvenue dans mon monde, hein. Tu sais, je fais des lives toutes les semaines, donc voilà. Là, je deviendrais dingue. Je pense que je suis en passe de dégoûter de cette idée saugrenue qu'on a eu, puisqu'effectivement, depuis hier, voilà, tous les jours à 15 heures, du lundi au vendredi, on se retrouve pour le Coming Mag Live. Voilà, j'en bafouille tellement c'est émotionnant. Ah, alors, Voilà. on a quand même des thèmes pour ce deuxième numéro avant le Oui, bien week-end, sûr, hein. les deux, hein. C'est génial, C'est c'est génial. super, c'est super. Le week-end arrive, on va pouvoir se reposer, rester tranquille chez soi. Ok. Ouais. On peut plus dire bon week-end à quelqu'un, c'est absurde. Tu vois, il y a des choses comme ça qui ont disparu. Oui, oui, oui. Alors, on avait lancé hier la question de que devient la pub durant cette crise, et puis tu as eu l'idée d'imaginer de tout de suite embrayer sur le programmatique, cette fameuse technologie, ces techniques, cette façon de faire pour ben, justement organiser ces campagnes. On a abordé ensemble le pourquoi du comment de ces campagnes de pub qui roulent encore, qu'on voit encore, qui sont un petit peu en décalage avec la réalité. On revient peut-être sur la définition du programmatique et à quoi il sert dans nos métiers de la pub. Ouais, écoute, le programmatique, bon là, on a vraiment un expert aujourd'hui, donc il pourra encore mieux répondre, mais c'est vraiment une manière, disons, automatique d'acheter de l'achat d'espace et surtout d'amener des contenus vers les publics les plus proches. On n'est pas encore dans le one-to-one rêvé, mais on s'y approche. Donc vraiment de clusteriser les gens en fonction de leurs thématiques et de leurs intérêts pour essayer de leur envoyer des messages les plus cohérents, disons, qui pourraient les intéresser au prime abord. Donc voilà, mais ça se fait de manière automatique. On met des tonnes d'espace éditeurs en relation avec des annonceurs. Et puis, il y a des machines comme ça, des DMP et tout ça qui font tout le travail. Et vrouf, et c'est parti. Et ça atteint les gens. Voilà. Mais ça, je pense que notre invité d'aujourd'hui, je peux donner son nom, Pierre Bérandez de Gamned, enfin, Gamed, mais il adore tellement dire Gamned que ça me fait plaisir de le dire, qui a accepté, Pierre, bonjour. Bonjour Victoria. Et surtout, tu as accepté un jour où, en pleine, parce que là, franchement, il fallait le faire un déménagement du bureau en pleine crise du Covid-19. Comment est-ce possible? Encore qui sont là. C'est possible parce qu'on a des contrats, des beaux commerciaux et jusqu'à 12 heures, ça jouait sur Genève. Donc le déménageur a été super flexible et on a réussi à tout installer dans des nouveaux bureaux. Il y a tout qui fonctionne sauf l'internet, donc je sais pas comment on va faire pour travailler, mais et comme on est tous à la maison, c'est pas grave. Voilà. Et alors, où sont les nouveaux bureaux? Déjà, comme ça sera déjà pas mal de le savoir. Rue des Alpes, juste à côté de la gare, comme toujours. On aime bien rester à côté de la gare Cornell. Alors, tu nous rassures, Pierre, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Ce déménagement n'est autre qu'une suite logique de vos activités. Oui, non, c'était très longtemps. Non. Ça met du temps à gérer un bail commercial. Je pense que si on arrivait à faire ça une semaine, ça serait bien, mais l'immobilier est encore très digitalisé, très rapide, comme peut l'être le programmatique dans toute la partie digitale. Alors, c'est parfait. Alors, écoute, merci de prendre ce temps. Et alors, donne-nous, toi, ta définition la plus parfaite du programmatique. Je ne sais pas si je vais donner une définition parfaite, mais je trouve que celle que tu as donnée était très juste. Et l'idée, c'est de dire le moins de choses possible, finalement, pour que ça parle à tout le monde. Et c'est l'automatisation du processus d'achat-vente d'espace. Dans le sens où c'est n'importe quel espace publicitaire qui est digital, donc ça a commencé par des bannières qu'on voyait sur des ordinateurs, et puis aujourd'hui ça s'ouvre sur du digital out of home, sur la télévision et sur tout ce qui est vidéo, etc. Donc aujourd'hui c'est vraiment la tendance forte pour acheter du média, on va dire. C'est ce qui est devenu en quelques années une norme. Alors, ce qu'on voit ces derniers jours en télévision, on a encore des campagnes qui tournent et qui ne sont pas forcément, disons, qui n'ont peut-être pas lieu d'être par rapport au contexte de confinement.
Bon, on peut encore imaginer qu'en télévision, évidemment, on achète de l'espace sur des périodes, disons, et c'est peut-être moins réactif, bien que quoique, mais sur l'Internet où nous a toujours promis la contextualisation, la réactivité, comment se fait-il qu'on ait encore des campagnes qui n'ont aucun sens ou pour des lieux de vacances ou même des compagnies d'aviation, des choses absurdes, qu'on voit encore des choses comme ça sur des réseaux sociaux? Des fois, c'est la décision de la marque. C'est l'annonceur qui décide qui va continuer. Donc, des fois, je veux dire, c'est un choix des équipes marketing et communication qui décident de communiquer, peut-être pas de la meilleure manière, mais en tout cas, ça c'est un premier élément. Et de l'autre côté, effectivement, il y a quand même cette possibilité d'arrêter, de mettre en pause, en tout cas, des campagnes. Et c'est vrai que voilà, dans tout ce qui est digital, ça prend quelques secondes d'appuyer sur un bouton et de mettre en pause une campagne. Donc là, effectivement, on a une flexibilité qui est peut-être plus difficile sur de la télévision ou même sur de l'affichage. Hein. Vos affiches, là, maintenant qu'elles sont posées, elles sont posées pour quelques temps, malheureusement. Est-ce qu'on pourrait dire que dans le premier cas où tu dis des marques décident malgré tout de faire tourner la campagne, on est dans l'idée que peu importe le message tant qu'on voit la marque? Je sais pas, on n'a pas vraiment ce cas-là, donc je sais pas. Enfin, je veux dire, après, il y a des marques globales qui ont des stratégies avec le désir de continuité. Des fois, en fait, il y a aussi quand même pas mal de services qu'on utilise. On a vu pas mal de tout ce qui est publicité dans tout ce qui est service de livraison à domicile. Donc effectivement, ça reste opportun et c'est vrai qu'il y a une augmentation de ce type d'usage, on va dire, ou de demande du côté des consommateurs et les marques, elles réagissent par rapport à ça. Donc ça va vraiment dépendre aussi des types de produits qui sont mis en avant pour les consommateurs. Thierry, tu as une question à poser? Oui, j'ai une question. Je vais te taquiner, Pierre, parce qu'effectivement, on parle d'automatisation, on parle de machines, on parle de logiciels. Alors, d'un côté, cette crise, on a l'impression qu'on est en train de la vivre, qu'elle vient d'arriver. Puis de l'autre côté, ça fait quand même quelques semaines, quelques mois qu'elle a montré le bout de son nez. Là, je parle de l'épidémie. Est-ce que là, il ne serait pas temps de sensibiliser les annonceurs pour peut-être corriger le tir? Je sais qu'il y a des campagnes qui doivent rouler, je sais qu'il y a des espaces qui sont achetés. Est-ce que c'est illusoire, par exemple, de pouvoir changer les slots qu'il y a à disposition par de nouvelles campagnes? Est-ce que les annonceurs sont prêts à se réinventer dans cette période difficile? Ou est-ce qu'on va attendre que ces stocks seront épuisés pour imaginer la suite? Ça fait beaucoup de questions, mais je pense que tu as dû choper le principe de celle-ci. Effectivement, mais j'ai envie de dire que c'est presque au cas par cas parce que chaque annonceur va avoir un petit peu une histoire qui va être précise à raconter et l'idée, enfin en tout cas pour une agence qui est finalement là pour mettre en place, pour activer la stratégie de l'annonceur, effectivement, nous notre devoir c'est de sensibiliser. Pour certains, ça peut être des opportunités. Je pense à tout ce qui est des services de consommation digitale. On voit bien que vous en parliez hier, l'utilisation de Netflix qui consomme beaucoup de bandes passantes, qui baissait la qualité. Aujourd'hui, effectivement, Netflix, ça reste aujourd'hui un service qui pourrait décider de continuer à faire de la pub. En tout cas, j'en ai vu encore hier ou avant-hier sur YouTube, donc il reste aujourd'hui actif. Après, effectivement, ça va dépendre dans quel secteur on est. Il y a des secteurs, effectivement, pour lesquels c'est pas pertinent. Si aujourd'hui, je suis un concessionnaire automobile, j'ai mes portes qui sont fermées, c'est pas forcément quelque chose qui a du sens, ou même un centre commercial où il reste plus que la Coop, la Migros et puis la pharmacie, c'est pas forcément non plus le bon moment, on va dire, de communiquer, mais voilà, c'est pour ça que je dis il y a des cas pour lesquels c'est pertinent et puis et d'autres pour lesquels effectivement c'est peut-être mieux de s'occuper d'autre chose et puis d'attendre et puis aussi de préparer la suite parce que là effectivement on vit un moment qui est difficile. Maintenant à un moment donné il va falloir surtout se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pendant, on s'arrête ou pas effectivement, mais qu'est-ce qu'on va faire après, comment est-ce qu'on va préparer ça. C'est là où je pense que c'est intéressant aussi de réfléchir pour penser à l'étape d'après. Tout à fait. Là, on voit aujourd'hui Kantar lance une étude dans 30 pays où il y aura 25 000 personnes qui vont être questionnées pour justement essayer de comprendre quel lien auront les personnes, enfin les consommateurs confinés avec des marques.
parce que à partir du moment où on ne choisit plus, on peut plus acheter ce qu'on veut ou on l'achète en ligne, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc là, vraiment, c'est essayer de comprendre parce que cette période, elle est finalement assez unique. On n'a jamais vécu une chose pareille à l'échelle globale et un petit peu de voir quels sont je dirais, le réseau Saatchi a toujours appelé les love marks. Qu'est-ce qui reste comme love marks au moment où il faut vraiment, on n'a pas tellement le choix, ou on a le temps de choisir en ligne, voilà. Donc, ça va être une grande étude et ça va être très intéressant, je pense que pour les marketeurs partout, d'essayer de comprendre la logique des consommateurs. Toi, par rapport à tes clients, est-ce que tu as déjà des demandes pour la suite, ou disons des gens qui arrivent maintenant en disant on va prendre cette période pour communiquer quelque chose de nouveau? Est-ce que ça, je veux dire, tu as des demandes comme ça ou pas du tout? Ou pas du tout? Comment est-ce que je vais adapter, on va dire, Ouais. voilà, je vais dire, voilà. Après, ce qu'on voit souvent, au début, hein, c'est un petit peu comme les gens qui vont à la Coop ou à la Migros puis qui achètent 20 kilos de farine même s'ils n'en ont pas besoin. Il y a un peu au début, il y a un petit peu un mouvement de panique. Donc les gens, on va dire, ils font un petit peu n'importe quoi et c'est logique, ils sont un petit peu, voilà, pas dans un état, on va dire, normal. Donc très souvent, on va se dire, bon, je vais couper, tout arrête, le monde s'arrête, etc. Ça, c'est souvent voilà, ce qui va se passer là, ce qui s'est passé probablement cette semaine et peut-être encore un petit peu la semaine prochaine. Après, si on regarde dans les autres pays, je pense par exemple à l'Italie, je discutais on a des collègues en Italie, et par exemple, ce qu'on voyait, parce que l'Italie sont un petit peu d'avance par rapport à ça sur nous, et c'est toujours intéressant de voir, c'est que voilà, au début, tout a fermé. On va dire la première semaine, tout a fermé. La deuxième semaine, il y en a qui se sont quand même dit, globalement, j'ai quand même des choses à faire ou à dire. Et puis la troisième semaine, ça commence à aller un petit peu mieux. Donc j'ai envie de dire que souvent, c'est au début où tout s'arrête, et puis après, on commence à réactiver des choses, ou sinon, donc ça c'est pour ce qui se passe maintenant, pendant qu'on est on va dire tous confinés à la maison. Aussi, on continue aussi à préparer des grandes campagnes qu'on avait prévues et qui, on va dire, au lieu de commencer début avril, vont peut-être commencer au mois de mai ou au mois de juin, mais ces campagnes, elles demandent énormément de travail, et ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir on va dire, commencer, je veux dire, à préparer ce travail pour la suite, pour l'après. Oui, ça c'est ce que j'entends dans les agences. Les agences continuent à travailler. Hein. C'est pas du tout, c'est pas parce que les gens font du télétravail qu'ils ne travaillent plus. Parce qu'effectivement, il faut préparer les prochaines campagnes. Tu me disais que là, tu parlais de l'Italie qui a 10 jours d'avance sur nous. La Chine a quelques mois d'avance. On voit que l'économie reprend. Est-ce que on peut déjà en tirer des conclusions sur ce qui peut se passer lorsque, disons, d'un point de vue sanitaire, on est rassuré et puis les consommateurs et tout le monde peut reprendre sa vie normale? Est-ce qu'il y a un changement de comportement ou pas? Ce qu'on peut se voir, c'est qu'il y a quand même des gens qui vont être, on va dire, heureux de sortir et qui vont vouloir acheter. Donc, on peut s'attendre, on va dire, en tout cas, ce qu'on a pu voir sur la Chine, c'est un mouvement massif des consommateurs vers les marques, en particulier, par exemple, toutes les marques de luxe. Hein, aujourd'hui, ça marche très très bien sur toutes les boutiques qui sont réouvertes. Parce que voilà, les gens ils étaient chez eux et puis ils ont envie à un moment donné, ils ont quand même aussi envie de vivre, de profiter, d'acheter, de consommer. Et effectivement, c'est pour ça qu'on peut se dire peut-être que la même chose se passera sur la Suisse et en Europe. Et effectivement, il faut pas rater, j'ai envie de dire, cette opportunité. Et si je prends l'exemple, tout à l'heure, je disais, concessionnaire automobile, il est fermé, ok, parfait. Donc j'avais peut-être prévu d'acheter ma voiture là au mois de mars ou au mois d'avril, je ne le fais pas, mais j'aurais peut-être quand même envie de l'acheter après. Donc à un moment donné, ça sera pertinent de pouvoir reparler aux consommateurs lorsqu'ils seront, j'ai envie de dire, ouverts, attentifs et prêts à acheter des nouveaux produits ou des services, tout simplement. J'ai une question pour toi, Pierre. Victoria et moi sommes dans le monde également de l'événementiel. On a vu qu'avec cette crise sanitaire, eh bien, il y a beaucoup de rendez-vous qui sont reportés. Il va falloir user d'inventivité, d'imagination pour arriver à soit garder le flux, l'intérêt des gens autour de ces événements pour les déplacer dans le temps, soit pour certains carrément les abandonner.
On sait que dans ce monde-là, il y a des rendez-vous réguliers, un peu comme il y a Pâques, il y a Noël, il y a des fêtes comme ça qui sont couchées sur l'année. Et on peut aussi remarquer que dans le monde de la pub, il y a aussi ces espèces de rendez-vous un petit peu prévus à l'avance. Si je prends le monde du jeu vidéo juste avant Noël, parce qu'on va faire des cadeaux, etc. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre va changer, va un petit peu shifter cette espèce d'agenda idéal dans les campagnes de pub qu'on imagine sur plusieurs mois ou sur toute une année? Est-ce que tu as le sentiment qu'on va devoir se réinventer pour trouver de nouveaux moyens pour, par exemple, garder la promotion de certains produits et services dans des laps de temps et des durées et des périodes différentes? C'est possible. Après, la question, c'est est-ce que c'est ce qui va se passer? En tout cas, c'est une très bonne question. Malheureusement, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a vraiment là-dessus, il n'y a que l'avenir qui va nous dire. Mais effectivement, je vois pas. Espérons que tout ira bien, mais je vois pas le Black Friday ne pas se produire et avoir les mêmes engouements que ce qu'on peut avoir d'habitude. Effectivement, là, pour tout ce qui est autour de Pâques, c'est un petit peu raté. Mais voilà, il y aura des choses pour l'été. On va quand même retrouver. Je pense qu'aussi, peut-être que est-ce que les gens vont avoir envie de retrouver la normalité ou est-ce qu'ils vont avoir envie de quelque chose de différent? Il y a ce que les gens voudront, il y a ce que les marques feront. Des fois, il y aura peut-être un écart, c'est-à-dire que les marques auront peut-être envie de refaire ce qu'elles ont l'habitude de faire. Peut-être que les consommateurs auront envie d'avoir des choses un petit peu différentes. Mais après, il y a quand même des activités qui vont rester cycliques, c'est-à-dire, si je pense les stations de ski, là, les campagnes, elles sont arrêtées, mais bon, quand on va reprendre, j'espère, au mois de mai ou au mois de juin, il y aura plus de neige, donc de toute façon, ce sera passé. Par contre, ce sera peut-être l'occasion de mettre en avant autre chose, comme tout ce qui est montagne. Donc ça peut être, en tout cas, ça peut être intéressant. Hein. Effectivement, il y aura des choses à peut-être penser et se poser des questions, de faire les choses différemment. Et peut-être que ça sera l'occasion de prendre des places, en tout cas, ou de se différencier pour certaines marques. En tout cas, il y a des bonnes choses à réfléchir par rapport à tout ce que tu dis. On peut aussi imaginer que cet été, vu la crise économique qui va fatalement arriver après cette période de confinement, disons d'arrêt de l'économie, il va falloir redémarrer le tout. Les gens ne partiront pas en vacances. Je veux dire, le break qu'on a normalement d'été sera juste, on va déplacer cette période qui est entre avril et juin, qui est une période très forte, une première vague publicitaire. Peut-être elle peut être reportée entre juillet et août. Dans le cas du SRAS et puis du H1N1, alors c'est vrai que le monde était un petit peu légèrement différent, mais dès que les problèmes sanitaires ont été résolus, on a fini par rattraper le volume économique sur la fin de l'année. Donc l'année n'a pas été complètement blanche. Donc on pourrait imaginer que simplement ce qui ne se fait pas normalement en juillet et août puisse se faire, vu qu'on n'a pas pu le faire en avril et en mai. C'est possible, hein, ça va dépendre des choses tout bêtes, mais si par exemple l'école veut finir fin juin, elle finit fin juillet parce que les enfants ils n'ont pas été à l'école, bah, ça aura un impact et tout ira de cette manière-là. Effectivement, ça va dépendre un peu encore des rythmes, hein, comme tu disais tout à l'heure, Thierry. Est-ce que les rythmes vont être maintenus ou pas maintenus au niveau du cycle de vie, de ce qu'on a l'habitude de communiquer? Alors, ton entreprise, elle fait aussi de l'événementiel une fois par année. Donc, il y a le Swiss Digital Advertising Summit qui a été reporté. Pour l'instant, tu as des dates, toi. Le prochain, ce sera fin juin, 25 juin. Ouais, voilà. Exactement, on avait prévu le 25 juin. Alors, on croise des doigts. On espère que ça ira bien et qu'on aura l'occasion de se retrouver. Parce que je pense que d'être loin les uns des autres, je pense que même juste entre collègues, je pense ça fait pas longtemps, ça fait une semaine qu'on est en télétravail. Je pense qu'on a tous envie de se revoir et je pense que ça va être un petit peu la même chose avec les partenaires, avec les annonceurs. C'est vrai qu'à un moment donné, le virtuel c'est bien, mais on aime bien quand même se retrouver, échanger, discuter, prendre un verre. C'est aussi des moments conviviaux qui manquent aujourd'hui quand on est un petit peu chacun chez soi. Tout à fait. Alors, à propos de convivialité, j'invite les internautes qui sont là en live en train de nous regarder, parce que vous êtes quand même quelques-uns. On a un peu plus de monde qu'hier. Bah oui, forcément, on a démarré ce live pas plus tard qu'hier.
Sachez que vous avez l'opportunité dans le chat de poser vos questions parce que je vois des cœurs, je vois des likes, c'est sympa. Merci beaucoup hein, d'ailleurs en passant. Mais vous avez aussi le droit d'intervenir. Donc si vous avez des questions pour notre invité aujourd'hui sur la question du programmatique, de l'avenir de la pub et puis ben, ce qu'elle est en train de vivre actuellement, ben, n'hésitez pas. La room pour vos questions est là à disposition. Elle est là pour ça. Alors, je profite de ce non-événement qui sera, enfin, ton événement qui est reporté. Donc, je te remercie de m'avoir déjà envoyé en primeur les résultats de l'étude que tu fais chaque année. C'est ceux de l'année dernière, hein. Ceux de cette année, on les a pas encore compilés hein, pour info. Voilà, donc il n'y a rien pour l'instant, mais enfin, on peut imaginer, l'année dernière, oui, parce qu'évidemment, les prévisions de autant eMarketer, Statistica que Mediafocus donnaient vraiment pour 2020 une progression très forte de tout ce qui était programmatique, disons en tout cas publicité digitale. Là, bah, évidemment, il va falloir attendre l'année prochaine pour voir un petit peu quel est l'impact de cette période. En tout cas, au niveau des habitudes en Suisse, alors on sait que la Suisse, apparemment, on est en train de se rendre compte, est peut-être pas autant digitalisée qu'on le pense, mais les annonceurs, quand même, ont pris le pli et je pense que jusqu'à maintenant, la tendance était quand même de plus en plus forte vers du programmatique. Qui font du programmatique, mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui une tendance de fond. Est-ce que ça va s'accélérer ou est-ce que ça va se ralentir avec les événements qu'on est en train de vivre? Je pense que ça va encore plus s'accélérer. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que c'est quelque chose qui permet de gagner en efficacité, en flexibilité. On parlait tout à l'heure des médias traditionnels. Effectivement, on a du mal des fois à les arrêter ou à les commencer. On se dit que c'est toujours un petit peu plus long. Là, aujourd'hui, on sait très bien que sur le digital, c'est quelque chose sur lequel on est beaucoup plus flexible et ça permet d'être beaucoup plus réactif dans ce genre de situation. Ouais, donc ça, c'est vraiment important, je pense, effectivement. Il va falloir, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, que aussi les annonceurs soient autant réactifs dans l'achat d'espace que dans les sujets qu'ils proposent, et puis de coller de plus en plus au moment, vu qu'on arrive vers de la publicité quand même de plus en plus en temps réel. Oui, effectivement. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une partie du programmatique qui aujourd'hui reste encore énormément à développer. L'achat, ça se fait de manière, on va dire, simple. C'est pas un souci. Mais à un moment donné, c'est le message. Le message, il faut aussi qu'il soit programmatique dans le sens, quand je dis programmatique, ça veut dire personnalisé. Parce que super, je suis capable de leur proposer 23 expériences différentes puisque j'ai 23 personnages, on va dire, c'est pas toujours le cas parce que derrière, il faut être capable de mettre les moyens de créa parce que ça veut dire peut-être qu'il va falloir avoir 23 messages différents, 23 landing pages, 23 copywriters qui vont faire le travail, on va dire 23 fois. Il faut la création de ces messages. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on travaille pour localiser toutes les informations de votre ville. Et effectivement, c'est beaucoup plus efficace lorsque quelqu'un de Fribourg, je mets en avant les messages que je peux avoir à Fribourg. Et ce qu'on a fait, c'est qu'au début, des messages, des balises programmatiques. De où se situe la personne, on va pouvoir personnaliser le message, ce qui fait que en fait, chaque personne dans chaque ville va pouvoir avoir un message qui est différent. Et quand je dis ville, c'est pas canton, hein, c'est
Alors moi, je me vois, mais je vais dire, vous allez avoir l'anti, le grand flaconnet, la rouge, à chaque fois. On a une meilleure, à la fin, on a une performance au niveau de la campagne. Parce que voilà. avoir une information dans ma ville, et c'est beaucoup plus efficace. Ah bah, tu vas être beaucoup plus efficace que. Bah, écoute, oui, ça c'est effectivement, je pense que c'est le futur de la publicité, c'est d'être vraiment le plus. Ce qu'on a été fait sur Internet, d'arriver à vraiment. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que la technologie d'achat aujourd'hui est quelque chose qui est mature, que tout le monde est capable de faire et d'exécuter. Par contre, le fait de travailler sur la technologie, d'associer la technologie et la créa, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger et c'est vraiment le domaine sur lequel aujourd'hui, les marques, elles peuvent faire la différence. Je crois qu'il y a 3000 communes en Suisse, donc on a les moyens de faire 3000 messages différents aujourd'hui, et puis même à mettre en place à CTP, on ne va pas faire 3000 campagnes différentes. Par contre, si on peut faire ça de manière automatisée avec des éléments variables, on va faire des choses qui sont beaucoup plus efficaces. Et je pense que c'est ce qui permet de réconcilier aussi, comme tu le disais tout à l'heure, des publicités qui ne sont pas opportunes. Aujourd'hui, ça dessert plus la marque qu'autre chose. Alors, pendant qu'on te récupère avec le mobile qui peut-être capte pas très très bien, justement pour rebondir sur cette brique de technologie qu'on a tous en poche, le téléphone mobile, de ça quelques semaines maintenant déjà, Apple a annoncé, officialisé effectivement l'usage des pop-up, des pubs, comment dire, surgissantes, si on peut utiliser un terme français correct, ces fameuses pubs qui vont comme ça venir comme des notre Twitter, pour notre Facebook et j'en passe et des meilleurs, de l'usage de ce médium qui est le mobile annonceur qui ont ou peut-être pas encore osé l'utiliser. Je pourrais citer aussi les tentatives qu'on a pu voir sur certains réseaux sociaux. Je parle de TikTok, je parle de Snapchat et compagnie. Mais revenons sur cet exemple simple qui est l'usage des pubs qui arrivent comme ça, comme des alertes. Jointe à ça, la technologie de la géolocalisation, est-ce que tu vois les marques suisses enfin s'y intéresser ou on est toujours dans une espèce de frilosité ou alors de méconnaissance? Méconnaissance toujours, ça c'est clair. C'est important, c'est notre travail en tant qu'agence. Après, il y a quand même une demande forte d'utiliser le mobile pour la partie génération de trafic qui permet de toucher pas forcément des marques qui sont uniquement digitales, mais aussi pour avoir des marques qui ont des points de vente. Donc ça, c'est des demandes qu'on a de plus en plus. Mais moi, je pense que cette époque a été révolue, c'est une bonne chose. Et pour revenir, donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui, j'ai envie de dire, encore une fois, font du digital sans c'est-à-dire qu'elles vont dire non, mais moi je fais pas de campagne sur mobile et je fais des campagnes sur Facebook. Sauf que l'essentiel de la publicité sur Facebook, elle est sur mobile. Et c'est pour ça que des fois, les gens vont faire des campagnes sur du mobile sans forcément savoir, pareil, sur YouTube, l'essentiel de la consommation du YouTube, elle se fait sur du mobile, etc. Donc voilà, les gens, ils vont parfois le faire de manière, on va dire, sans être proactif, on va dire, ou sans le savoir. Et pour revenir sur ton premier point au niveau des messages un petit peu, on va dire, qui vont perturber le consommateur, je pense que Apple et tous les autres navigateurs font régulièrement le ménage par rapport à ça. Et c'est quelque chose de bon parce qu'effectivement, ça nuit à l'expérience utilisateur. Et je suis pas sûr qu'une marque qui soit associée à ce type de, on va dire, à ce type qui dérange, on va dire, plus le consommateur qu'autre chose, gagne, on va dire, en sympathie de la part du consommateur. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de changer et qui vont continuer à changer et qui vont aussi, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas parlé, mais avec tous les changements au niveau des données personnelles, avec la fin du cookie que Google a annoncé en début d'année, l'écosystème dans lequel on est va aussi énormément changer. Il y a beaucoup de choses qu'on était capable de faire aujourd'hui qu'on sera peut-être pas capable de faire demain. Donc on reste dans un écosystème où les choses évoluent et changent
change, qui est valable une année, mais plus valable l'année prochaine. Ça permet d'être toujours en train de se réinventer. C'est bien dans notre métier. Cette période paradoxale que nous vivons, justement, jusqu'à maintenant, on a essayé de limiter, enfin, de contrôler la technologie parce qu'on ne la comprenait pas. Maintenant, petit à petit, comme tu parlais de la fin du cookie, tout ça, mais cette période maintenant, où les gens se rendent compte que peut-être ça serait, comme en Corée du Sud, ce serait intéressant qu'on puisse savoir, on ait plus de données personnelles, qu'au niveau de on ait une application qui permettrait de donner chaque jour sa température, disons, d'être contrôlé par l'État de manière à contrôler cette pandémie. Est-ce que tu penses que ça va peut-être renvoyer le balancier dans un autre sens, où finalement la data, elle va être comme quelque chose qui peut sauver des gens, qui peut être positive et plus aussi négative que jusqu'à maintenant? Effectivement, tu as donné des bons exemples parce que le fait d'utiliser des données personnelles comme des données de géolocalisation pour que les gens ils sont bien chez eux, c'est un vrai parce que j'utilise des données personnelles, donc dans le cadre légal autorisé. Néanmoins, je l'ai fait comme je disais, pour l'objectif de santé publique. Donc effectivement, ça permet de se poser des questions. Alors en Chine, on ne pose pas du tout de questions, donc c'est bien, on peut regarder quels peuvent être les usages en Chine, et on voit qu'il y a des choses qui sont très bien. Après, il y a aussi des éléments qui font un petit peu peur au niveau du scoring, j'ai envie de dire, des individus, des personnes. C'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Néanmoins, on peut se poser la question sur le fait de se dire, est-ce qu'il y a des données privées qui sont des données privées à usage public, et ça peut être des choses sur lesquelles on peut se poser la question. Mais après, voilà, il ne faut pas non plus, je pense, de protéger les données personnelles. Je pense qu'on a, à un moment donné, on n'a pas expliqué aux internautes, on a pris les internautes pour des vidéos en leur donnant des consignes de tâches. Puis quand on met encore des bandeaux pour dire est-ce que vous acceptez ou pas, les gens en fait ils n'en ont rien à faire et ils appuient oui juste parce qu'on arrête de les embêter. C'est un petit peu dommage parce qu'on n'arrive pas à les sensibiliser, leur expliquer les choses. Donc c'est pas forcément la bonne manière. Donc je pense qu'il y a un travail à faire aussi d'éducation par rapport à qu'est-ce qu'on fait de ces données personnelles, à quoi ça sert, et ça peut rendre, on va dire, à certains usages, et peut-être que certaines personnes, si on leur explique ce qu'on fait avec les données, elles vont accepter de les partager. Et si on le fait de manière un petit peu idiote, comme parfois on le fait, on comprend que les gens ils disent non, ou s'ils disent oui, c'est juste ça qu'on ne s'embête pas. Donc c'est un vrai sujet, mais c'est vraiment important que les marques et les annonceurs, mais même aussi que tout ce qui est éditeurs, la presse aussi explique, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, on a mis des cookies sur notre site, à quoi ça sert, pourquoi je fais ça, et ça c'est important parce que c'est comme ça aussi qu'on va de l'avant et que ça permet de changer les choses. Je pense que la digitalisation va être comprise effectivement d'une manière très différente et c'est le vœu de Thierry. Change, je te laisse parler. Oui, on va clore cette seconde édition de Coming Mag Live. Alors, ce qu'on en retirera, c'est qu'effectivement, on va tous apprendre quelque chose, on va tous devoir aussi améliorer, affiner le tir. La digitalisation, je pense que ça sera un thème qu'on va traiter dans un prochain numéro, mais qui sera un thème récurrent parce que j'en ai encore parlé hier dans un autre podcast, dans un autre live. Il y a du boulot. Je suis content de savoir qu'effectivement, il y a quand même de l'avenir pour le monde de la pub. On a encore pas mal de choses à faire pour sensibiliser les annonceurs. Ça a l'air d'être très, très prometteur pour Pierre et pour ton agence. On te remercie du temps passé avec nous pour ce numéro de Coming Mag Live et on ne manquera pas d'ailleurs, je pense, de temps en temps t'appeler pour parler d'autres sujets. On va te souhaiter en tout cas bon emménagement puisque le déménagement a pu avoir lieu malgré la situation. Et merci beaucoup pour ton temps passé aujourd'hui dans cet épisode. Merci Pierre. Et puis rendez-vous au 25 juin, effectivement, pour ton event. Voilà. Merci Victoria. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Merci. À très bientôt. Bon week-end. Ciao. Merci. Voilà.
clore ce numéro de Comic Mag le live, deuxième du nom. Merci à celles et ceux qui sont passés nous voir. Dommage, vous n'avez pas osé poser des questions. Peut-être que vous êtes en train de travailler. On est aussi un petit peu en train de travailler, hein, je vous rassure, si ça ne pas. Sachez que ce live sera à disposition également en replay, que ce soit sur la page Facebook que vous devez suivre, hein, dès aujourd'hui si ce n'est pas encore fait, et puis en replay également sur la chaîne Dailymotion de Comic Mag. Vous avez des questions, vous avez envie de proposer des sujets, vous savez maintenant où ça se passe. Et puis Victoria, c'est à mon tour de proposer une petite vidéo pour clore cette émission. J'allais te le dire. Donc, ça peut faire faux bon là. Je vais essayer de vous arracher un petit sourire dans cette période difficile avec une petite vidéo fort sympathique, toute gentille. Alors, je vais te dire d'abord au revoir et puis on se voit lundi 15h. Exactement. Avec mon stress. À très bientôt. Le temps de lancer la vidéo, c'est parti. Alors attention.